Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 15 mai 2026. Il est 8 heures. Nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 en cette matinée. Nous vous donnons rendez-vous à partir de demain pour une très belle exposition individuelle qui regroupe un peu plus d'une quarantaine de tableaux. Il s'agit donc d'une exposition de peinture intitulée L'instant d'avant. Notre invité sera parmi nous justement pour revenir sur cette nouvelle collection. Sabine Hadjamar sera parmi nous. Elle reviendra sur un événement qui s'est tenu à l'occasion du mois du patrimoine du côté de Constantine, puisqu'en 2016, il y a eu une très belle découverte unique, d'ailleurs archéologique, un séminaire, une journée d'études a été organisée autour de cette découverte et Samira Hadjamar nous en parlera. Et comme chaque vendredi, nous allons aller du côté de Ouargla, retrouver notre ami Farhat Mouzawi. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale et ce sera pause musicale avec l'un des piliers de la chanson Shaabi. Et d'ailleurs, le monde de la musique est en deuil puisqu'il nous a quittés hier, à l'âge de 73 ans. Vous savez de qui je parle. Il s'agit donc de Abdelmajid Meskoud, lui. Donc, qui nous a légué un très beau patrimoine musical, dont Yad Zahir Al-Asima, qui reste un chef-d'œuvre, qui reste aussi une légende musicale. Alors, Abdelmajid Meskoud est né en 1953 à Alger, dans le quartier, donc c'est un quartier populaire d'El Hamma à Belouizdad. Il grandit dans une ambiance donc de musique, d'artistes. Il a commencé très jeune, dès 1969, à chanter en milieu artistique. Alors, contrairement à beaucoup d'artistes, lui, il est connu pour être autodidacte. Il apprend déjà la guitare et ensuite il fréquente les milieux artistiques et notamment théâtraux. Alors, il compose, il écrit ses propres paroles. Il a plusieurs casquettes dans son parcours, donc il était aussi acteur, il était chanteur, il était aussi animateur. Et ses chansons, d'ailleurs, elles parlent souvent d'Alger, souvent de nostalgie. C'est un beau voyage à travers donc les ruelles d'Alger, aussi l'histoire d'Alger. Voilà, donc il nous a quitté hier à l'âge de 73 ans et laissant un grand vide. Donc donc il reste quand même un patrimoine musical à lui seul pour l'Algérie et pour la ville d'Alger particulièrement. Et on vous laisse apprécier l'une de ses merveilles. On se retrouve juste après. عليه نمدح دايم نطرز بيوت ونرسم الدرة في العقيان مدحون كرما ينذكر في الدنيا صاحب الغمامة يا ضياء مرجات يوم القيامة لا تسلم فيا محبوبك يا محبوب بالرحمن وبك في النظام نجيب قول لساني نمدحك بنية الصافية من صميم الجنان محبوبك محبوب ضع صبره وضحى طول الداج بدموعه طوفاني لا قوت ولا نوم اصفر جسمه مثل اليرخان محبوبك محبوب عدى قيس وعنطرة في الهوا في حشاه رقات نيراني صار لي كيف العيس حملته في خطاويه تبان
محبوبك محبوب اهبي الهميم مطروح في الخيام حالو لا حال فاني زورني في منامي يزول عني دنكي نزيان محبوبك محبوب قلبك بجاه من هو عزيز ليك تحضر له في الكفاني اش من ساعة نوقف قبالتك ونمتع العيان محبوبك محبوب زاد حبه في ذا الحب يا حبيب من حبك راهو فاني حبه حب عدا كل حب ظهر بلا كتمان يا محمد انت العزيز معزوز معز منك الى الله العزيز قول يا سيدي معز منك الى الله العزيز محمد نزل عليك زموز في الغار وين سطراتك بالتطريز ولا سيدي في الغار وين سطراتك بالتطريز محمد انت كنز الكنوز انت لأمتك يمله الحريز ولا سيدي انت لأمتك يمله الحريز محمد اصطفاك ربنا واختارك رسول عد حبيب وتاني ونزل عليك الوحي في الغار وانت يا دجال يا محمد الله الرحيم سبق اسمك في الأزل قبل خلق الكواني ولما نشأ آدم رحمد في جنة رضوان قال أبو البشر جد لورا للمنشي الأشياء من هذا يا غني قال المهم عبدي هذا طه العدنان ياتي وقت يخلق بيدني للعالمين وعليه ينزل القرآن وينشر الإسلام لأمته رجالها ونسوان محبوبك يا محبوب زاد حبه. Et de retour sur le plateau, c'est donc une très très belle interprétation donc de Marhoum Abdelmajid Meskoud. Encore une fois, c'est une véritable perte pour le monde musical algérien, mais ces chansons resteront à jamais parce que ce sont de véritables légendes. Place maintenant, excusez-moi, à la peinture, à l'expression artistique, puisque comme je vous le disais, l'artiste peintre nous donne rendez-vous dès demain pour le vernissage du côté de la galerie Asla. Elle est parmi nous ce matin. Il s'agit donc de Nariman Sadat Cherfawi. Bonjour Nariman. Bonjour Nour. Comment ça va? C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé, cher ami. Comment ça va? Ça se passe bien. Alors paraît-il que tu vas nous emmener dans le temps à travers ton exposition. Eh bien oui, dans le temps, et puis le titre l'indique aussi, l'instant d'avant. L'instant d'avant, pourquoi? C'est intriguant en fait, l'instant d'avant. L'instant d'avant, en fait, c'est le présent, c'est le maintenant. Pourquoi? Parce que l'exposition, elle est composée de deux parties. L'instant d'avant, c'est maintenant, et le futur, c'est ce qui nous attend, ce qui m'attend à Donc l'instant d'avant, ce n'est pas avant. C'est maintenant. D'accord. C'est le maintenant par rapport au futur. Au futur, voilà. Donc c'est ça, ça résume un petit peu cela et je voudrais exprimer. Je voudrais d'abord expliquer ce que ça signifie ce titre-là. Parce que en fait, l'exposition que je vais présenter ce samedi est composée de deux parties. L'autre partie sera peut-être montrée au public dans un futur très proche. Et voilà, donc j'aimerais pas trop en parler parce que je voudrais bien garder la surprise et puis me concentrer beaucoup plus sur l'événement actuel. C'est le présent, c'est le maintenant. Voilà, c'est le maintenant. Le futur, on y reviendra. On y reviendra. N'est-ce pas, voilà, on aura l'exclusivité, j'espère. Ben oui, comme d'habitude. Inch'Allah. Alors, Nalima, ça va être une exposition individuelle. C'est 47 tableaux qui seront exposés et c'est
C'est une Nouvelle collection collection. toute nouvelle, toute Toute neuve, nouvelle. toute nouvelle, n'est-ce Voilà, pas? exactement. 47 à 46 tableaux qui seront exposés demain, que j'ai préparés pendant plus d'une année. Il y a du graphisme, il y a un peu de technique mixte, il y a du semi-figuratif et de l'abstrait aussi dessus. J'ai réalisé ça avec un grand bonheur, bien sûr, et c'était pour moi un challenge de réaliser 47 tableaux et de présenter aussi une nouvelle touche, de passer à autre chose, parce que pendant des années, je me suis consacrée à travailler, à utiliser une technique, puis une autre. Maintenant, c'est la troisième, pendant mon cursus artistique, voilà. Ce sont des aventures que tu entretiens à chaque fois? Des challenges, Des challenges pourquoi pas. plutôt? Parce que passer d'une technique à une autre, Oui. d'un côté, et pouvoir garder sa touche sans identité, cacher, on va dire. Sans cacher, c'est pas évident. Et essayer de travailler dessus, faire des recherches et garder aussi, c'est-à-dire dès qu'on voit l'œuvre, j'aimerais bien que la personne ou bien le visiteur ou bien la personne qui regarde l'œuvre reconnaît que c'est l'œuvre de Nariman, ça fait que plaisir, ça ne peut faire que plaisir. Certainement, c'est vrai qu'il y a des artistes très vite, on reconnaît leur. Quand on passe d'une touche. technique à une autre, Oui. il faut essayer de maintenir ça. Il faut maintenir, Voilà. effectivement, il faut maintenir. Là, nous sommes en train de découvrir le premier tableau. Donc, que tu nous as ramené aujourd'hui, probablement un mot par rapport à. Il y a du on bleu. revient à l'identité. Alors, il y a Ça, du bleu, il y a on du m'appelle bleu. le bleu tellement que j'adore cette couleur. Oui, c'est la vie, c'est le bleu. C'est la tranquillité. La tranquillité, c'est N'est-ce l'apaisement, la sérénité. J'ai rajouté quelques symboles et du graphisme aussi. C'est des mouvements répétitifs, bien structurés. Il y a une certaine liberté dans la réalisation, bien sûr. J'ai essayé de faire un mixage de couleurs et de formes pour en faire un tableau et ça a donné ces résultats. Parmi les tableaux que j'ai réalisés, c'est une œuvre qui disons, elles sont toutes chères. C'est des nouveaux-nés tous pour moi, mais ça reste chacune à sa son explication. De toute façon, chez l'artiste, chaque œuvre est unique. Exactement. Voilà, on ne peut pas demander à un artiste de reproduire une œuvre, c'est pas possible. Et tout à fait. Il y a les émotions, il y a l'instant T, il y a L'instant présent. L'instant présent, Voilà. effectivement. Alors on va passer probablement à cette deuxième œuvre et celle-là, elle me touche particulièrement parce qu'apparemment, j'y suis quelque part. Exactement. N'est-ce Pourquoi pas? j'ai choisi cette œuvre-là me rappelle à certains moments, un certain passage avec toi. C'était pendant le Covid, la période du Covid. C'était une période terrible pour tout le monde. Oui. Difficile, on a traversé des moments durs et mon passage était un peu spécial. Pourquoi? Parce que Nour me disait, mais Nariman, vous avez plein d'énergie, vous êtes... J'ai essayé d'introduire ça à ma façon, d'introduire la gaieté, la joie. C'est ce que je me disais, je me disais... la force. Voilà. Et oublier un petit peu cette période-là en faisant le déni. Et j'avais même organisé des événements pendant cette période, géré une galerie d'art. D'ailleurs, si on était Oui, présents. j'étais présente à l'un des événements, effectivement. Et c'était une soirée de Ramadan d'ailleurs. Une soirée de Ramadan en compagnie de mes amis, de ma famille. Voilà, donc cette œuvre-là, je reviens à ça. C'est une œuvre que j'ai intitulée L'espoir. Voilà, donc c'est donc ce contexte-là. Le lotus représente la vie, représente la renaissance, la force. Le lotus sur cette œuvre-là dégage de la lumière de bas en haut et de haut en bas. Donc ça résume un petit peu ce que je voulais dire. Il y a du graphisme, il y a peut-être des scènes de vie, il y a la vie en général dessus. Et c'est l'une des œuvres que je vais représenter, que je vais exposer à la Fondation Asla. Donc j'ai fait cette sélection. En choisissant cette œuvre-là, ce n'était pas innocent de ma part. Parce que je voulais parler justement de cet événement qui m'a marqué, de cette période qu'on a passée. Et pour moi, maintenant, c'est moi qui me sens émotive parce que ça fait rappeler des choses. Ça fait rappeler des choses, effectivement. Ouais, exactement. J'avais organisé plein d'événements et de mon côté, j'avais fait une exposition collective et individuelle.
Oui. à la galerie, pas Esma, galerie Rassim, Oui. au plein du douche. Il y avait des gens qui rentraient comme ça, tristes, et à la sortie, c'était tout à fait le Tout contraire. à fait le contraire. Ça me faisait vraiment C'était plaisir. l'objectif, Nariman. Exactement. C'était l'objectif, effectivement. Ça, oui, le retour Voilà. était toujours extraordinaire. Et donc, là aussi, c'est toujours finalement la vie en rose. Ben, je ne sais pas d'où elle vient cette photo, mais ça reste une belle photo. C'est la vie. C'est la vie, C'est voilà, la la vie en rose. Donc, tu nous donnes rendez-vous demain à la Galerie Asla, n'est-ce pas? Exactement. Donc, exactement. demain, 16 mai, à partir de 15h. 15h jusqu'au 30 mai. Exactement. C'est ça, donc on n'a pas Exactement, d'excuses, non. Nariman. Tout à fait. On n'a pas d'excuses. Il y a Nous avons toujours 15 jours finalement Quand on veut, pour on peut, visiter. il faut faire un saut parce que n'est-ce pas? c'est une nouvelle collection et j'aimerais partager avec tout le monde, avec. Après, il y a de l'énergie, essentiellement. il y a de l'espoir. Il y a Beaucoup de belles choses. voilà, beaucoup de belles choses. Très Oui. bien. Ben, Nariman, on va te dire félicitations. Merci, Et Note. très très belle réussite, Inch'Allah, pour Merci. cette exposition individuelle qui regroupe pas moins de 47 œuvres et une collection toute nouvelle. Exactement. J'espère à demain. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci. Nariman. Encore une C'est fois, un très très plaisir. belle continuation. Et voilà, nous continuons. Et cette fois-ci, nous allons aller à la découverte d'une autre exposition. Et c'est Yasmine Chouir qui s'y est rendue dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Parfait. Le Tassili Nadjer s'invite au Musée national du Bardo le temps d'une exposition. Entre gravures rupestres, scènes de vie ancestrale et représentations animales datant de plusieurs millénaires, les visiteurs voyagent au cœur de la préhistoire algérienne. Je voulais faire découvrir Alger à mon ami qui vit en France pour connaître la culture et l'histoire de l'Algérie, tout ce qui s'est passé avant et enrichir un peu nos connaissances. Je suis de nationalité turque, originaire d'Azerbaïdjan, pour ainsi dire, mais je vis en France. Et donc la découverte de l'Algérie et d'Alger principalement sur quelques jours et visiter un maximum de monuments et de musées qu'on peut. D'après ce que j'avais cru voir, c'était l'un des plus grands musées, je crois, de l'Afrique du Nord. Peut-être que les origines viennent d'ici, hein, je ne sais pas trop. Donc je sais que beaucoup de choses viennent d'Afrique et donc peut-être que c'est ici. Donc ça va être là la nouveauté ou la découverte. À travers cette exposition consacrée à l'art rupestre, le musée met en lumière un patrimoine exceptionnel, classé au patrimoine mondial. Ces traces gravées dans la pierre racontent l'histoire des premières civilisations ayant vécu dans le Sahara algérien. L'art rupestre, on peut l'imaginer comme un livre, un grand livre ouvert sur 12 000, 15 000 ans d'histoire imagée du Sahara. Alors, l'Algérie possède des sites de renommée mondiale. Ce message que le Sahara était un territoire habité il y a environ 12 000 ans, avec des cultures, différentes cultures, et une grande civilisation qui a régné pendant ces 12 000 ans, où différents groupes humains sont passés par là. Le Tassili Nadjer ou le Tassili Asger, qui est situé au sud-est de l'Algérie, recèle des sites classés par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Touristes étrangers, familles algériennes et passionnés d'histoire sont venus nombreux découvrir cette mémoire venue du désert. Pour plusieurs visiteurs, cette immersion dans l'univers du Tassili constitue une véritable découverte culturelle. Je suis venu en Algérie pour faire visiter à ma fille Alger, parce qu'on est d'Oran. Je voulais lui montrer que pas qu'Oran, Alger, visiter. En plus, on voulait aller à Nadjer. Et finalement, l'exposition, elle tombe bien. Comme ça, elle voit un peu la culture algérienne. Franchement, c'est très joli, c'est impressionnant. On en apprend beaucoup sur l'Afrique en général, l'Algérie. Il y avait de belles peintures. Voilà. En cette période du mois du patrimoine, cette exposition rappelle l'importance de préserver et de transmettre l'héritage préhistorique algérien aux générations futures. Ce n'est pas ma première visite en Algérie. J'y viens depuis 25 ans et ces dernières années, j'accompagne des touristes espagnols pour leur faire découvrir l'histoire préhistorique du sud algérien. J'ai fait le voyage, mais je suis très surprise de la qualité de ce qui... Je retrouve des impressions que j'ai eues quand j'ai vu dans la réalité toutes ces œuvres, quoi, voilà, je les retrouve. Je trouve que la mise en lumière, est très exceptionnelle. Au Musée national du Bardo,
Le passé dialogue ainsi avec le présent, à travers des pierres qui continuent, des milliers d'années plus tard, à raconter l'histoire des hommes. Et du musée du Bardo, nous allons aller du côté de Constantine, là où il y a eu une journée d'études autour d'une très très belle découverte unique qui s'est faite du côté, comme je vous disais, de Constantine, et ce sera juste après cela. Samira, bonjour. Bonjour. Tu me disais de la préhistoire à à l'Antiquité. l'Antiquité. Comment ça va, Samira? Ça va très Ça se passe bien. bien Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors c'est une découverte C'est une belle très découverte particulière, Samira. très particulière qui a eu lieu déjà en 2016. Ils ont trouvé dans un jardin privé, dans un quartier qui s'appelle, une cité qui s'appelle l'émir Abdelkader, l'ancien faubourg Lamy. Ils ont trouvé un sarcophage. Donc quelqu'un a creusé par hasard et il est tombé. C'est une découverte fortuite, hein. Donc ils ont découvert un sarcophage et ce sarcophage a bien sûr été pris en charge par le Centre national de recherche archéologique, le CNRA, et sous la houlette du docteur Adel Wafia. Et ça a permis d'analyser en fait ce sarcophage. Il est beau, il est très beau, il est magnifique. Il est orné d'une méduse, d'une guirlande. Oui, ça a une signification. Méduse à Constantine, on se pose des questions, donc ça doit certainement avoir une humidité. Oui. Non, ce qui fait la particularité en premier de ce sarcophage, c'est qu'ils ont découvert que c'était un sarcophage de fabrication locale. L'atelier était local, c'est-à-dire c'était pendant la Numidie, à l'époque de la Numidie, et ça s'est fait là-bas. On ne l'a pas importé de Rome, par exemple. C'est un sarcophage qui a dû appartenir à, on va dire, à un noble, à un dignitaire. Donc, puisqu'il était sculpté, il est fait de pierre. Hein. Il a été daté du IIIe siècle de notre ère. Hein. Donc après Jésus-Christ. Et donc c'est le docteur Adel Wafia qui s'en est occupé, avec son équipe bien sûr. Là, ce qu'on voit, c'est les photos de sa découverte en mai 2016. Et donc, il est lourd, hein. Il est fait de pierre, il est orné. Ça veut dire qu'il a appartenu, sauf qu'ils ont découvert qu'il a appartenu à plusieurs personnes. Il y avait une réutilisation des sarcophages. Il y avait au moins 3 adultes qui ont été enterrés dans ce sarcophage. Après, il marque aussi... Ça, c'est une représentation de l'IA. Hein. Il n'est pas comme ça en réalité, mais à partir de la photo de l'original, voilà, là, on explique ce que ça veut dire. La méduse, c'est pour éloigner le mal, les influences négatives. Pour le défunt, on est sur une croyance païenne, mais qui déjà est touchée par les influences chrétiennes. Voilà, le bucrane... Tu parlais de la méduse, la représentation antique de la méduse. Moi, quand tu m'avais dit méduse, je pensais... Ah, tu l'animal... Voilà, toi, je te disais à Constantine, et ben voilà. Maintenant, ça s'explique. Non, mais elle trouve dans la mythologie romaine et grecque, elle trouve dans la méduse l'animal, hein, bien sûr. Inspiré, qui fait très mal quand elle attaque. Donc voilà, il y a une symbolique et une croyance par rapport à chacun de ces éléments. Donc qu'est-ce qui orne le sarcophage ? Une méduse, c'est pour éloigner les forces du mal. Ils sont persuadés, pendant toute la période des païennes, ils sont persuadés qu'il y a une seconde vie après la mort et que tout ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure va avoir un impact sur leur mort. Donc le bucrane, qui est la tête du bœuf, représente la piété du défunt, c'est-à-dire... La croyance, c'est quoi? C'est que tout le bien qu'il a fait, toutes les sadaqat, toutes les offrandes qu'il a fait de son vivant vont jouer en sa faveur. À l'époque, il y a déjà les premières influences chrétiennes et ils savent pour la résurrection. Donc, ils pensent qu'ils vont revivre après la mort. Donc, ils se préparent. Ils préparent leur voyage vers l'au-delà. La méduse, donc, ça éloigne... C'est un talisman, en fait. Ça éloigne les forces du mal. Et puis, ça protège le défunt de toutes les attaques malveillantes qu'il pourrait subir dans son sarcophage, dans sa mort. Voilà, le bucane, c'est la piété.
Et puis la guirlande, la guirlande, elle représente la victoire, la fête. Il pense qu'il va ressusciter dans un monde meilleur, ou dans un monde où toutes ses actions vont pouvoir payer pour lui. Voilà. Donc ce sarcophage, ça induit des campagnes de fouilles, et ils ont trouvé une nécropole en fait. Une nécropole, c'est-à-dire plusieurs sarcophages, plusieurs tombes. Donc tout un site en fait d'archéologie, et ça induit aussi que tout le sous-sol de Cirta, c'est un musée à ciel ouvert, là où ils creusent pour construire, pour l'urbanisation moderne on va dire, ils tombent sur un gisement archéologique. Et donc il y a une journée d'études autour de cette découverte, à l'occasion du mois du patrimoine, déjà pour mettre en valeur, encore une fois, cette découverte, mais probablement d'autres fouilles à l'avenir, Samira. Les fouilles sont régulières, il y a des périodes, elles sont soumises à des autorisations par le ministère de la Culture. Le CNRPH, il y a des chercheurs et qui font même le Bardo, le directeur du Bardo, M. Harichen, et souvent dans les campagnes, ponctuellement dans les campagnes du professeur Sahnoun à Ain Bouchrit par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs chercheurs et plusieurs campagnes qui sont menées. Il n'y a pas que le ministère de la Culture, même l'enseignement supérieur organise donc des fouilles, aux côtés des étudiants, des effectivement, campagnes. Dans le cadre des stages, mais d'une pierre deux coups. Donc déjà, les étudiants, ça leur permet de pratiquer sur terrain, mais de faire des découvertes également. Absolument, c'est de la pratique, et puis ça nous permet d'avancer, parce qu'à chaque fois, c'est un petit morceau de l'histoire de notre histoire qui est révélé. Parfois, elle corrige une ancienne version. Aujourd'hui, il y a plus de moyens technologiques et plus de technologie pour pouvoir définir et déterminer beaucoup de contextes historiques et archéologiques. Voilà, donc c'est une belle initiative. C'est le mois du patrimoine. Oui. Voilà, et Constantine, il y a eu énormément de découvertes, énormément, et beaucoup de ces objets sont par exemple au Louvre, de très belles stèles, très très belles gravures, notamment de l'époque numide qu'on peut voir au musée du Louvre à Paris. Voilà, donc ça nous renseigne sur le travail des chercheurs, des archéologues, et puis la suite des découvertes, Inch'Allah. Effectivement, en tout cas, merci beaucoup. Merci Samira, encore une fois, d'être revenue sur cette belle découverte. On rappelle qui s'est faite en 2016, et on en parle aujourd'hui à l'occasion, donc encore une fois, du mois. C'est les résultats de cette découverte et l'impact qu'elle a produit sur la ville de Cirta. On se retrouve dimanche, Inch'Allah. C'est ça, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Samira, et cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'Arwat, une ville que j'aime beaucoup, que tu apprécies beaucoup, n'est-ce pas? Alors, c'est la station de Ouergla en compagnie donc, de notre ami Farhat Mouzaoui qui se sont déplacés à l'Arwat, encore une fois, pour nous parler donc, du patrimoine de cette ville aussi millénaire. Station archéologique, gravure rupestre, c'est l'Atlas saharien. El Richa, c'est très beau. Et justement, notre ami Farhat Mouzaoui va nous en parler. Farhat, bonjour et c'est à toi. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs. Aujourd'hui, Ouergla est à l'Arwat pour vous faire découvrir ce patrimoine très riche, ce patrimoine culturel, matériel et immatériel. On va parler d'architecture, on va parler de tradition, on va parler de photographie et de musique. Mais pour commencer, on aura le plaisir d'accueillir avec nous Madame Fellag El Khair, passionnée du patrimoine, poétesse et passionnée de patrimoine. On aura le plaisir aussi d'accueillir avec nous Monsieur Qadour Bouzidi, donc aussi passionné par le patrimoine de la région de l'Arwat. Merci, bonjour déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Merci de nous aider à promouvoir notre ville et de nous donner l'occasion de pouvoir en parler autrement. Merci à vous. Bonjour Monsieur Bouzidi. Bonjour à vous, merci de nous recevoir et nous donner un plateau pour parler de notre région et la mettre en valeur. Donc aujourd'hui, on est vos invités. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, vous allez nous parler du patrimoine de l'Arwat. Madame El Khair, vous êtes poétesse et passionnée du patrimoine. Comment la poésie peut-elle contribuer à la préservation de ce patrimoine très riche ? Alors poétesse, j'aime vous dire que c'est un peu trop gros pour moi, même si j'adore écrire. Mais bon, c'est vrai qu'il m'arrive d'écrire quelques poésies et j'adore en somme la poésie.
La poésie, écoutez, j'ai toujours considéré que la poésie, c'était le langage des âmes sensibles. Et Oui. quand on est dans la vie sensible à des choses, on ne peut qu'en parler poétiquement, même si on n'est pas soi-même poète. Oui. Donc, oui, chacun est à sa manière poète. Et par rapport à votre question qui est comment elle peut impacter le patrimoine, bah, écoutez, on peut chanter sa ville, on peut chanter une ruelle, on peut chanter un monument, on peut chanter un fort, on peut chanter une situation. Hein. Donc forcément, ça ne peut que contribuer à la tradition orale. Surtout que chez nous, c'est vraiment une tradition parce que les femmes à la Guatte sont pratiquement toutes poétesses, en tout cas nos grands-mères. Oui. Voilà. On a déjà vu on a parlé de quelques écrits que vous avez faits. L'Arwat vous inspire énormément. Déjà, Absolument, c'est ma ville. Déjà, vous avez une maison d'hôte qui est Tout à Dar fait. el-Meilaq. Dar el-Meilaq, oui. Pourquoi vous exactement. avez choisi ce nom-là? Alors, je l'ai choisi tout aussi poétiquement parce que j'adore la montagne du Milok qui est à l'entrée de la ville, qui est Jbel el-Meilaq. Et quand j'étais jeune, quand j'étais petite et qu'on allait à Oran, à Alger ou ailleurs en Algérie, et qu'on revenait, parce que vous savez, quand on est enfant, le trajet c'est vraiment difficile en voiture. On n'a qu'une hâte, c'est d'arriver chez nous. Oui. Et pour moi, voir le Milok, c'était, voilà, on est arrivé à la maison. Donc par rapport à ce souvenir, mais aussi parce que c'est une montagne un petit peu emblématique de la Guatte. Tu ne vas pas me contredire. Et elle a cette... en fait... Spécificité, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'à n'importe quel point où on est de la Guatte, on la voit. aperçoit le Milok, ne serait-ce qu'un tout petit bout. Oui. Mais il est toujours là. Oui. Voilà. Donc, Monsieur Qadour Bouzidi, vous êtes aussi passionné de cette ville qui est l'Arwat, passionné du patrimoine. Parlez-nous un petit peu de ce que signifie l'Arwat pour vous. L'Arwat, si on veut parler sur le plan historique, l'explication la plus probante du sens du mot de l'Arwat, elle nous vient de Ibn Khaldoun qui parle d'une tribu qui a habité le coin qui s'appelle la tribu de l'Arwat. Parce que même nous, on n'utilise pas le terme l'Arwat ou l'Arwat, on utilise le terme l'Arwat. Et l'Arwat, c'est le nom d'une tribu qui fait partie, c'est une partie de la tribu des Zénat, les Maghrawa, et puis les Zénat, la grande tribu des Zénat qui vit dans le sud. Mais je vais abonder sur le même sujet que Madame a lancé. Quand on parle de Meilaq, on parle de Meilaq parce que de n'importe quel point par lequel on aborde la Guatte, on le voit, ne serait-ce qu'un petit bout. Oui. Et le Meilaq, il a une forme circulaire. Et la forme circulaire, ça symbolise un petit peu l'hospitalité, l'union et la bienvenue, parce qu'on reçoit les gens avec une assiette d'une semaine. D'ailleurs, dès notre arrivée, on nous a reçus avec le marteau de l'Arwat. J'espère qu'il vous a plu. Oui, énormément. Alors, Monsieur Bouzidi, c'est quoi votre plat préféré à l'Arwat? Mon plat préféré, c'est Tam, qui est un plat emblématique de la Guatte, qu'on fait dans toutes les occasions, que ce soit les festivités, qu'elles soient religieuses ou... Donc les ingrédients, c'est Ras Hanout qui est propre à la Guatte, et c'est une alchimie qu'on fait pour la Guatte. Oui. Un mélange d'épices. Un mélange d'épices spécifique à la région de la Guatte. Et Ndiloulou aussi chez Betchir, qui est une herbe, je crois que c'est l'armoise blanche. L'absinthe, ah oui, voilà. Donc, et il a cette spécificité d'être un peu aigre doux, sucré-salé. Oui. Grâce à la pâte de date, quand elle est travaillée, elle devient de la mélissa, qu'on met dans la sauce. D'accord. Et là, on aime bien exagérer, donc c'est un peu plus sucré qu'on le voudrait, voilà, que salé. Oui. Et puis on a les légumes, par exemple, on utilise le potiran, la cabouillac à la base de la Guatte, qui est connue, oui, qui est excellente et qui est sucrée, hein, surtout quand c'est la saison. D'accord. Et puis le felfel har, c'est tout à fait normal. Et terfès, quand c'est la saison du terfès. C'est sa saison.
C'est la saison, exactement. Voilà. Donc, c'est un mélange de tout, mais c'est vrai que le couscous est emblématique de toute l'Algérie. C'est vrai. Et partout, on retrouve du couscous. Mais à la Guatte, il a justement cette spécificité d'être sucré-salé. Oui. D'ailleurs, l'Arwat a aussi le mardo de l'Arwati qui est très très connu. Exactement. Et c'est pratiquement la même sauce. Voilà, c'est aigre d'eau, sucré-salé. Et... Voilà. D'accord. On revient à l'architecture. Oui, bien sûr. Monsieur Positi, parlez-nous un petit peu. L'Arwat est très connu par son architecture. Oui. Ça montre l'adaptation de l'homme du Sahara à son environnement. Oui. Parlez-nous un petit peu des matériaux utilisés dans ces constructions. Avant toute chose, la Guatte, c'est une oasis. Donc sa spécificité, c'est l'architecture oasienne. L'homme, nos parents, nos grands-parents, ils ont vécu avec la nature. Ils n'ont pas essayé de la combattre. Oui. Ils se sont faits avec la nature. Donc, ils ont utilisé les matériaux qui sont à leur disposition, qui sont les troncs de palmier pour la toiture, l'adobe, l'algaleb, on utilise le terme galeb, Oui. c'est de la brique sèche, séchée au soleil. Et ils construisent des maisons avec des murs assez larges, de entre 50 et 60 cm. Oui. Pourquoi ces murs, cette largeur? C'est pour leur éviter, bon, c'est un petit peu Une l'architecture climatique, bioclimatique. Et ça fait des économies sur le chauffage parce que c'est une isolation thermique, Oui. que ce soit l'été pour les chaleurs, que ce soit l'hiver pour le froid. Oui. Donc elle ne permet pas l'entrée du froid et elle ne permet pas l'entrée de la chaleur. Et en plus, on a une architecture, ce qu'on appelle l'architecture introvertie. L'introvertie, c'est tout se fait à l'intérieur. Oui, que Donc, ce soit on fenêtre, retrouve que ce soit... des fenêtres qui ne donnent pas sur la rue, mais elles donnent sur le patio. Oui. Parce que toutes les maisons de la Guatte, c'est une chicane, on en 13 guifas, une cour, et taja en arcade pour protéger les chambres du soleil, Oui. et la cour qui est centrale. Et tout autour, les fenêtres, elles sont ouvertes sur la cour. D'accord. D'ailleurs, on a vu plusieurs maisons où on retrouve aussi la fontaine au milieu de la maison. Généralement, parce qu'on a ce rapport, comme on est des gens du désert, on est des gens du Sahara, on a une relation un petit peu spécifique avec l'eau. Oui. L'eau, c'est la vie. La fraîcheur, c'est la vie. Oui. Donc, on ne peut pas. Ça fait partie de nos plaisirs d'avoir l'eau et voir jaillir l'eau. C'est vrai. Il y a un exemple qui est très simple. À Gardaïa, on fête l'arrivée de l'Ouad. À la Ouach, parce que la raréfaction de l'eau. Oui. À la Guatte, le Ouademzi, les crues de Ouademzi, c'est la fête à la Guatte parce que ça permet de régénérer les jardins avec la terre et c'est l'annonce d'une provision d'eau future. C'est vrai. Donc, on ne trouve jamais un Norvégien à regarder la Seine, un Français à regarder la Seine, les crues de la Seine, Oui. parce qu'il vit dans l'eau. Mais Oui. là, c'est plus par besoin. C'est parce que poétique pour nous. c'est la vie en elle-même. Oui. Elle a même écrit un texte poème. sur l'eau. Texte sur l'eau, oui, la mémoire de l'eau. Pouvez-nous... C'est un texte, je pourrais pas le. C'est pas un poème. Je veux Ah, dire, d'accord. Voilà, je pourrais pas. D'ailleurs, vous nous avez parlé de poèmes. Le parler rouati est spécial. Oui, tout à fait. Parlez-nous un petit peu de cet accent. Que pourrions-nous dire de l'accent? Sinon, les accents, il y en a partout en Algérie, sauf Oui. que le nôtre, il est un tout petit peu plus Prononcé. prononcé, voilà, par rapport au qa. Oui. Et puis, on a cette tendance de tout rapetisser, c'est-à-dire Mouqrouf, Mqayref, Dar, Doueira, Oui. Hoche, Houesh. Oui. Donc, on a ces spécificités-là dans notre J'aimerais bien dialecte. savoir si, parce que quand on a vu des maisons, les ruelles, est-ce qu'il y a une petite influence des maisons de la Casbah d'Alger? Parce qu'il y a une grande ressemblance entre les constructions. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a une influence historique ou... Comment vous expliquez ça, M. Bouzi? L'influence historique, oui, l'influence, et je dirais plus une influence religieuse, de Oui. croyance et de culte. Parce que quand le veuille, d'Alger jusqu'à Taman Rasset, c'est une société musulmane. Oui.
Et dans l'islam, il y a un chapitre, ismuh fiqh al-umran. Oui, La manière de construire. Donc, c'est la manière de construire, il est régi par un fiqh. d'accord. Où on n'entrave pas le voisin, on ne dérange pas le voisin, on ne débarque pas sur la rue. Donc, c'est des règles qui sont précises dans fiqh al-umran et qui sont communes à toute l'Algérie. Oui, Donc, c'est plus culturel et religieux. D'où la ressemblance. On fait toujours en sorte d'avoir les portes qui se décalent. Je ne pourrai jamais ouvrir une porte face à mon voisin. c'est vrai. Je dois la décaler. Donc je ne peux pas ouvrir une fenêtre sur mon voisin. Je dois le respecter pour respecter l'intimité de mon voisin. Oui, Donc on est régi par fiqh al-umran. Et puis c'est l'environnement aussi qui régit ce genre de construction. Si on parle de petite ruelle, elle a un caractère de protection des éléments naturels, plus un deuxième caractère qui est la protection des attaques en cas de guerre. d'accord. Donc ça joue une sorte de muraille quelque part. Oui. D'ailleurs, on a parlé de l'architecture. J'aimerais bien savoir, Madame Khair, comment, avec vos écrits, vous arrivez à protéger ce patrimoine? Parce qu'on dit qu'on raconte des histoires quand on écrit. Bien Quelle sûr. est votre histoire? Bah écoutez, c'est mon oasis et j'ai à cœur de parler de mon oasis, de mon environnement, de là où je vis, de mon patrimoine qui est mon histoire. Donc pour le mettre en évidence, quand on est poète, on est très sensible à ce genre de choses. Donc, comment dire? En fait, j'ai oublié la question. J'étais prise sur un truc. Alors, c'est Oui, comment préserver? Oui. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en chantant un monument, en chantant une ruelle, en chantant une tradition, en la mettant en évidence à travers un texte, on l'ancre dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on laisse une traçabilité. Oui. Et cette traçabilité peut traverser les générations. Comme nous, on a trouvé les écrits de nos aïeux, Oui. j'espère que On les retrouvera. générations futures trouveront nos écrits. Oui. Voilà le rôle en général que la poésie peut jouer dans Oui. la transmission. Bon, comment préserver le patrimoine? Grande question. La chose la plus importante, c'est arriver à ce que les jeunes, les générations futures, même ceux de ma génération, à s'approprier notre histoire et s'approprier notre patrimoine. C'est vrai. Parce que c'est ça le drame. On a l'impression que ça ne nous appartient pas. Parce qu'on retrouve des monuments funéraires qui font Abandonnés. partie de notre histoire, mais qui sont pillés. Et ils n'ont pas le respect d'une tombe. À la wash, parce que ça, on fait une rupture benna ou benha dans les monuments. Donc c'est pour ça que si on arrive à s'approprier ce patrimoine, si on fait la paix avec notre histoire, on peut Le préserver. le préserver Et le et il va promouvoir. durer, et le promouvoir, Oui. et ça va durer. D'où la sensibilisation, c'est-à-dire quand on est sensible C'est à son ça. patrimoine, on ne peut que le préserver automatiquement. C'est vrai. D'ailleurs, on a parlé d'architecture. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des traditions. La Rouat est riche. Déjà, sa tenue parle toute seule. La tenue rouatide des femmes. Et comment est portée cette tenue-là? La spécificité de la tenue de la Rouat. La spécificité, c'est une djebba comme toutes les djebbas. Oui. On peut l'appeler roba, on peut l'appeler djebba, on peut l'appeler abaya. Elle ressemble un petit peu, elle a quelques spécificités en commun avec celle de Boussaada et celle de Djelfa. C'est après dans les détails que, par ça exemple, change. voilà, Djelfa يديروا البرينيس, حنا ما نديروش البرينيس. Voilà, c'est dans les plis, c'est vraiment dans le détail. Oui. Mais après, c'est une belle robe qui peut être portée tous les jours, comme Qui pour montre- les occasions. Qui montre un petit peu la beauté de la femme de la Rouat. Écoutez, je crois que toutes les tenues algériennes montrent à leur manière la beauté de celles Oui. qui les portent. J'aimerais bien que... Je peux Oui, rajouter quelque chose sur les les tenues. Moi, je garde un souvenir de nos grands-mères avec leurs tenues. J'ai le souvenir d'elles comme des princesses, parce qu'elles portaient leur robe ample avec une couture un petit peu spécifique, avec le gaya, avec shidda, avec le bzima. Oui.
Et leur port et leur manière de se mouvoir, ça me donne l'impression que c'est des princesses. Voilà. Moi, c'est ce que je garde de cette... C'est l'image que j'ai de la tenue féminine Oui. et de la tenue masculine. Il y a tous les chroniqueurs qui sont passés par la Guadeloupe, que ce soit les militaires, dans leur écrit, ce qui les impressionnait, c'était les tenues des hommes. Parce que la Guadeloupe, c'est une oasis. Le métier des habitants de la Guadeloupe, c'est le flaha. Oui. Donc, ils passaient leur journée dans leurs jardins. C'est des jardins qui étaient sacrés. Quand on pénétrait nos jardins avec les pieds nus, tellement c'est des lieux sacrés. Mais à la fin de la journée, le travail, le soir, l'après-midi, ils se mettent dans les terrasses et ils mettent leurs plus beaux habits avec leurs gandoura larges, blanches, les bornos doublés, avec le gannar qui les rehausse Oui. et avec leur port majestueux. Et là, ils se retrouvent dans les C'est un terrasses, tableau. qui est magnifique aussi. Oui. Et ça, c'est l'image que je garde et j'aimerais bien te la transmettre parce que j'aimerais bien que le jour Talaïd, C'est tout le monde qui préfère qu'on porte. soit habillé de cette manière que de que- ramener une gandora qui nous C'est vient vrai, de- qui nous appartient même pas. qui nous appartient même pas, Oui. qui nous reflète même pas. Oui, j'aimerais bien que vous passeriez un message à la jeune génération pour qu'ils s'intéressent et préservent ce patrimoine. D'abord, il faudrait se rapprocher de ce patrimoine. Et ça, je crois que c'est le rôle des adultes, des écoles, des universités et tout, de sensibiliser les jeunes et le rôle des associations aussi, d'ailleurs, à qui... entre parenthèses, je fais signe, de sensibiliser les jeunes à leur patrimoine, à leur identité, leur montrer que tout ça leur appartient, leur montrer que ça, c'est leur passé et à travers ce passé, eux, ils pourront construire plus tard leur avenir. Et ça ne peut se faire qu'à travers, je sais pas, chacun dans son domaine, les écoles par rapport aux sorties scolaires, des ateliers par rapport aux artistes qui peuvent sensibiliser de cette manière. Il y a différentes façons d'inviter les jeunes à se rapprocher de leur patrimoine. Alors, pour ceux qui... Parce que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, le téléphone, Oui. tablette et tout ce Les qui réseaux s'ensuit, sociaux, de les laisser un petit peu de côté et d'aller marcher dans les rues, de lever les yeux, de regarder ce qu'il y a autour d'eux et d'essayer de s'approprier justement leur histoire, leur patrimoine. Leur identité. Et leur identité, exactement. Merci. On arrive à la fin de cette intervention. Un dernier mot peut-être, monsieur. En dernier, c'est juste faire la paix avec notre histoire, tout simplement. Et je ne demande pas aux jeunes de se déconnecter, non, mais adapter ces nouvelles technologies et il faut que ce soit une continuité de notre histoire. Parce que la Guadeloupe, elle est riche. Oui. C'est reprendre nos petites soirées, nos grands-mères et nos mères qui se mettaient dans les patios, dans le house et qui parlent de poésie. Et chacune, elle a un vers à raconter, qu'il soit de sang cru ou que ce soit un vers qu'elle a appris. Et chacune, elle déclame une peu poésie. Ça, si arriver à créer, reprendre cette dynamique, je pense qu'il y aura une continuité. Inch'Allah. Je vous remercie pour toutes les informations que vous nous avez données. Je rappelle Madame Fallag Oum Al-Khair et Monsieur Qaddour Bouzizi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis à très bientôt pour d'autres interventions pour parler du patrimoine de la Ouatt. Pourquoi pas, avec grand plaisir. On voudrait bien vendre l'image de notre ville. Eh ben, on est là pour ça. Merci à vous, merci chers téléspectateurs. Je vous laisse avec cette carte postale de l'Arwat et on revient pour parler de l'archéologie et de la photographie. La ville de l'Arwat se distingue par un style architectural unique, profondément ancré dans son environnement saharien. Les maisons traditionnelles, souvent construites en terre, sont conçues pour préserver la fraîcheur et résister au climat aride. Les ruelles étroites, les cours intérieures et les détails artisanaux témoignent d'un savoir-faire ancien, où l'esthétique se mêle à la fonctionnalité.
On vient de voir cette magnifique carte postale de la ville de Larouat, où on a découvert énormément de lieux historiques. Et on revient à notre plateau pour accueillir Monsieur Hamdi Ahmed, archéologue spécialisé en préhistoire, et Monsieur Anwar, photographe et fondateur de AH Studio. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Hamdi et Monsieur Anwar. Bonjour à vous, Monsieur Farhat. Bonjour à tous qui nous suivent aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça va. On est vos invités aujourd'hui à Larouat. Soyez les bienvenus dans notre chère ville, Larouat. Merci à vous. C'est un honneur pour nous d'être ensemble dans ce plateau. Tout le plaisir est pour nous. Donc, Monsieur Hamdi, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'archéologie. Exactement. Larouat est connu par ses sites historiques très riches. Parlez-nous un petit peu de cette richesse de Larouat. Effectivement, la ville de Larouat, c'est comme la plupart des villes algériennes. Elle a une histoire très ancienne qui remonte à la préhistoire. Et on a une richesse très remarquable avec que ce soit les sites en surface, mais aussi on a des sites stratigraphiques. Mais en plus de ça, on a aussi des stations d'art rupestre. Et quand on parle sur l'art rupestre, on parle de l'un des plus grands musées à ciel ouvert dans le monde, puisque l'Algérie est connue par ce patrimoine. Sifar. Exactement, oui. On a le parc de Tassili, que ce soit Tassili Najjar ou Tassili Ahgar, mais on a aussi une autre zone qui est la zone de l'Atlas saharien, qui est connue par les gravures rupestres en particulièrement. Et la ville de Larouat, elle a des stations dans cette chaîne montagneuse. Par exemple, on a la station d'El Hasbaya, la fameuse station de Hasbaya, qui remonte à la préhistoire et exactement au néolithique. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça, Monsieur Anwar, vous êtes avec nous. On va parler un petit peu du rôle d'un photographe pour mettre en valeur ces lieux, ces sites historiques et ce patrimoine, cette archéologie de la ville, de cette magnifique ville qui est Larouat. Bien sûr, il y a une relation très importante entre tout ce qui est tourisme et la photo. Puisque la photo, c'est la façon ou c'est l'outil qui montre la valeur de nos sites touristiques, nos sites archéologiques. Donc, on peut dire que la relation entre le tourisme et la photographie est très importante. C'est une relation qui se complète aussi, parce qu'à travers la photographie, on découvre ces lieux. Bien sûr, c'est un moyen d'exposition pour exposer nos patrimoines pour nous et pour le monde entier. Oui, d'ailleurs, on dit souvent qu'une photo vaut 1000 mots. Bien sûr, la photo, elle archive ces moments-là, archive les sites, toujours la photo a une réponse à tout n'importe question. Oui. Donc, en ce moment-là, en cette génération, on doit profiter. Oui. On doit profiter pour graver, pour montrer aux gens que la ville de Larouat ou les autres villes algériennes a des bels endroits touristiques, a des importants endroits touristiques et archéologiques. D'ailleurs, à travers l'archéologie, à travers l'art rupestre, peut-être que c'était la photographie d'il y a longtemps. Exactement, oui, on peut. La chose la plus remarquable dans la période préhistorique, qu'on a ce genre d'art. Et grâce à notre patrimoine et à travers ce patrimoine, le monde académique à l'époque
elle a connu ce qu'on appelle aujourd'hui la rupestre, puisque ni les Français, ni les Espagnols, ni les Européens en général, ils ont connu la rupestre. Mais à travers la colonisation de l'Afrique, et en particulier l'Algérie, et avec les expéditions qu'ils ont fait pour découvrir le Sahara et l'Afrique en général, ils ont remarqué qu'il y a dans les parois gravées, les parois rocheuses, des gravures. Alors la première fois, ils ont dit, c'est quoi ça? C'est remarquable. Est-ce que c'est le fait de l'être humain ou quoi? Et il remonte à quelle période? Mais avec le temps, ils ont fait des études et des recherches. Ils ont confirmé que cet art, il remonte à la période préhistorique et précisément au néolithique. Et grâce quoi? Grâce à notre patrimoine. Et exactement, c'était en 1847. Oui. Les mondes d'Exour, grâce à notre patrimoine, et aujourd'hui, on connaît l'art rupestre. Et grâce à nos patrimoines aussi, les premiers chercheurs, ils ont fait un hommage pour les gens de la région et aussi puisque le premier ouvrage de GBM Flamand ou l'ethnologue allemand Frobenius, il était intitulé Al-Hajra al-Maktouba. Pourquoi il était intitulé de ce titre? Puisque je vois que c'est un hommage aux gens qui sont préservés ce patrimoine, malgré ils n'ont pas un niveau intellectuel ou académique, mais ils ont protégé ce patrimoine. Oui. Ils ont connu sa valeur. Ils ont protégé, ils ont les montré aux Européens à l'époque, ils ont fait des expéditions avec des multi-spécialités. Pour cela, ils ont intitulé ces ouvrages avec Al-Hajra al-Maktouba. Al-Hajra al-Maktouba, c'est la pierre écrite. Exactement. Où ils ont un petit peu raconté leur quotidien, leur vie. Exactement. Oui. Exactement. À l'époque, les deux ouvrages, que ce soit de Flamand ou Frobenius, ils ont intitulé Al-Hajra al-Maktouba, puisqu'ils ont connu aucune idée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art rupestre. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien vous poser une question, Anwar. C'est comment peut-on motiver les gens à s'intéresser à ces sites, même à faire des recherches archéologiques, choses qui manquent, à travers la photographie, Anwar? Vous savez que la génération d'aujourd'hui, elle regarde plus qu'elle entend. Oui. Donc, à travers les vidéos, à travers la photo, on peut montrer, on peut donner des expressions et des explications très importantes à travers la photographie pour Oui. ces sites ou pour ces endroits. Oui. À travers des interviews comme M. Hamdi, Oui. on peut montrer à cette génération que l'Algérie, que la Guadeloupe précisément, a des endroits magnifiques à découvrir. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre boîte qui est H Studio? Comment est venue cette idée-là? C'est une question très, très importante. La création du H Studio, c'est par rapport à notre amour vers la photo. Oui. J'étais avec mon ami Hassan. On était des jeunes talentueux photographes. On a aimé de faire ça sur le terrain, d'ouvrir une boîte qui s'appelle AH Studio. Oui. AH Studio, le A c'est moi, c'est Anwar, H c'est Hassan. Hassan. Donc le rêve a commencé en 2018 et maintenant, alhamdoulilah, il y a quelque chose d'important. D'ailleurs, chose qui vous a motivé à ouvrir cette boîte, c'est un petit peu de faire découvrir votre région. Bien sûr, bien sûr.
bien sûr. C'est toujours l'intérêt de montrer la valeur de notre région, la valeur de notre ville, qui est vraiment une ville très riche par rapport à son patrimoine, ses traditions, ses coutumes. Oui. Et quels sont les projets futurs que vous avez, peut-être dans le côté développement du tourisme, développement un petit peu de promouvoir ce patrimoine algérien? Très bien, très bien. La question que vous avez posée concernant qu'est-ce qu'on doit faire, soit nous, à H-Studio ou n'importe quel photographe de la région, c'est toujours en alliance avec des gens, avec des cadres comme M. Hamdi, qui donnent des détails très importants concernant les sites archéologiques et les sites touristiques. Pour nous, si le technique il est prêt, on est prêt pour donner, faire découvrir. Voilà, faire découvrir. Pour eux, c'est les détails, c'est les trucs scientifiques. C'est les explications. Voilà, c'est les explications. Voilà. D'ailleurs, c'est des thèmes qui se complètent. Bien sûr. Donc, c'est un travail d'équipe. Ouais. Exactement. Pour un petit peu promouvoir ces sites. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quels sont les sites les plus importants dans l'archéologie en Algérie. Oui. Comme on a dit, l'Algérie, c'est un pays très riche du monument, que ce soit architecturaux ou des monuments funéraires ou des sites d'art rupestre ou en général des vestiges archéologiques. Alors, après les recherches menées par le professeur Sahnouni dans le site de Ain el-Hnesh à Sétif, l'Algérie est devenue le deuxième berceau de l'humanité. Avec le renouvellement de la datation de ce site, elle est maintenant datée 2,4 millions d'années. Alors, à travers cette datation, elle est devenue l'un des plus anciens sites au monde. Et puisqu'on connaît que l'Afrique de l'Est, c'est le berceau de l'humanité. Mais maintenant, on a aussi le deuxième site le plus ancien, c'était en Algérie, c'est dans l'est de l'Algérie, c'est Ain el-Hnesh, près de la wilaya d'El Alma. C'est à l'échelle mondiale. Pour nous, en Algérie, on a plein de sites qui remontent à différentes périodes, de la préhistoire jusqu'à les périodes récentes. Oui. On a aussi dans l'ouest le site de Tirnif qui a délivré des restes osseux humains. Et on a le fameux squelette ou des restes osseux de l'Atlanthropus mauretanicus. On a aussi des sites dans la côte algérienne. On a ici aussi des sites dans le sud. On a plein de sites. Mais malheureusement, on dit malheureusement, ce qu'on a comme patrimoine classé à l'échelle internationale par l'UNESCO, on n'a que 7 sites classés. Alors, autant qu'archéologue ou autant que spécialiste, Oui. on a un travail à faire. Et ce travail à faire, sûrement, ça sera accompagner les efforts faits par les autorités, et spécialement le ministère de Culture, mais aussi les jeunes talents comme Anwar qui travaillent dans le média, Oui. puisque aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les chaînes de Télévisées, documentaires. oui. Exactement. Alors, il faut aussi bien présenter notre patrimoine avec une autre qualité pour être au futur et l'Algérie une destination de tourisme et Par surtout, excellence. surtout le tourisme culturel. Oui. D'ailleurs, quand Monsieur Hamdi parle de la préhistoire, il parle avec passion. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la préhistoire, Monsieur Hamdi. Alors, on va revenir en arrière. C'était en 2004, j'ai eu mon bac.
Et après, avec la moyenne que j'ai eue, j'ai le choix entre 3 spécialités. L'un de ces spécialités, c'est l'archéologie. Mais mon rêve, c'est d'être comme toi, un journaliste. Mais après, mon père et mes parents, ils ont conseillé de faire l'archéologie, mais aussi l'encouragement de ma cousine, mon oncle et spécialement un voisin et un ami de la famille, c'est M. Farhat Mokhtari, Allah yarhamou. À l'époque, il a fait ses études, il a terminé. Il était un cadre à la direction de la culture. Quand j'ai dit que j'ai mon bac et je fais peut-être l'archéologie, il m'a dit vas-y, puisque c'est un domaine de recherche très intéressant, mais au fur et à mesure aussi, le nombre des étudiants s'est limité. Alors tu as de la chance d'être recruté au futur. Oui. Et comme tous les jeunes à l'époque, c'est un encouragement. C'est vrai. J'ai fait l'archéologie et à l'époque, on a le système classique. On a la première année tronc commun. J'ai terminé. J'ai aussi un autre choix de faire quoi? On a à l'époque 4 spécialités. La préhistoire, l'histoire, l'archéologie islamique, la restauration et l'antiquité. Et comme je suis à la Goate, on a plein de sites archéologiques qui remontent à la préhistoire et surtout la rupestre. J'ai décidé de choisir la préhistoire. Et à cette occasion, je salue le staff pédagogique de mon institut d'archéologie à Alger. Eh ben, on vous souhaite plein de réussite et plein de belles et bonnes choses. Alors peut-être un dernier mot pour la jeune génération, pour qu'ils découvrent un petit peu cette richesse qu'on a en Algérie. Ben, pour la génération, surtout pour nos collègues photographes, oui. Ben, on doit profiter. Hein. Lancez-vous. Oui, on doit profiter parce que c'est pas comme avant. Il y a tout, il y a les outils qu'il faut, il y a l'information qu'il faut. Je me souviens à l'époque, si tu cherches un mec ou quelqu'un ou un type qui te donne des informations sur la photographie, c'est vraiment quelque chose du rare. Oui. Mais maintenant, les informations sont partout, dans les réseaux sociaux et tout. On doit profiter et on doit utiliser ces outils-là pour développer notre région au niveau culturel et au niveau touristique, Inch'Allah. De toute façon, à notre tour, on vous souhaite plein de réussite, Merci. Anwar. Merci. Monsieur Hamdi, peut-être que je vais réaliser une partie de votre rêve. Donc, vous allez lancer la chanson de l'Amaria pour nos chers téléspectateurs, pour qu'on passe, pour accueillir avec nous Monsieur Jamal, pour écouter le chant andalou. Allons-y. Vous allez lancer le changement. Ok, après ce débat sur le côté de la photographie et de l'archéologie, on a le moment d'écouter la musique andalouse de la région de la Goate. Voilà, chers téléspectateurs, on vous laisse avec cette chanson de l'Amaria et on revient juste après. صلوا على النبي محمد يا سامعين واللي يحب عوره صلوا على النبي محمد يا سامعين واللي يحب عوره المصطفى وصلني لي يا سامعين واللي يحب راها بخاطر زيارة محمدنا وصلني لي راها بخاطر زيارة المصطفى
وش ننساك Voilà, ensemble, on a écouté la chanson de la Maria. On vient à notre plateau de Bonjour d'Algérie pour accueillir avec nous Monsieur Jamal Lamri, musicien et président de l'association Teslim. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Jamal. Bonjour à vous, Monsieur Farhat. Bon, je me présente, Jamal Lamri, président de l'association Teslim pour les arts et la culture et la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Raghouat. Oui. Oui. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de votre association, des buts de cette association, Monsieur Jamal. Plutôt de nos activités contemporaines. Oui. Parce que parler d'histoire nous prendra beaucoup de temps peut-être, parce qu'on se sent un peu héritier d'une certaine tradition andalouse dans cette ville, qu'on essaie de faire passer aux générations futures, Inch'Allah. Actuellement, nous avons un petit projet, un grand, Inch'Allah, celui d'ouvrir une école de musique andalouse et arabe classique pour les jeunes. Pour la jeune génération. Oui, surtout. Oui. Surtout. Il faut investir dans les jeunes. Oui, votre association n'est pas que pour la musique. Vous êtes intéressé aussi par le patrimoine, tout ce qui a un rapport avec les traditions et patrimoine de la région de la Raghouat. Oui. Oui. Parlez-nous un petit peu de vos activités. On a des centres d'intérêt, dont celui de préserver cette tradition de musique andalouse, chant soufi, et tout ce qui a relation avec le patrimoine et l'héritage. Oui. Anwar, la ville de la Raghouat est connue par son chant, sa musique. Parlez-nous un petit peu de ce patrimoine vis-à-vis de vous, comme photographe et caméraman. Oui, bien sûr, la ville de la Raghouat, c'est une source de culture, d'une façon générale. Mais quand on va parler de la musique, comme il a dit M. Lamri, la Raghouat a toujours un background, un fond musical très important, surtout la musique soufie, tout ce qui est classique arabe, tout ce qui... Même, il y avait des groupes qui ont fait des belles prestations concernant... Quand on va parler des Mziboy, quand on va parler des groupes Sahrawa, qui ont fait des belles choses concernant la musique locale ou internationale. Oui. Et Monsieur Jamal, quelle place occupe-t-elle la musique andalouse dans le patrimoine de la Raghouat? C'est pas à moi de porter des jugements peut-être, mais je dirais que cette musique a toujours existé ici. Dans ma propre famille, je compte 3 générations peut-être qui jouent cette musique, qui jouent de la musique dans la musique andalouse. J'avoue que je suis un peu triste car il y a une rupture dans la formation, dans cette musique, en moins d'une génération. Oui. Depuis les années 90 peut-être. C'est pour cela qu'on a opté pour ouvrir cette petite école, pour enseigner aux jeunes cette vieille tradition. Pour relancer le... Oui, Inch'Allah. D'ailleurs, je remercie la direction de la Maison de la Culture, qui est tout ouïe à nos préoccupations, qui collabore, qu'on fait ce peu. Oui. Et Monsieur Jamal, pourquoi est-il aussi important de préserver ce chant soufi? Je ne répondrai pas sur le pourquoi, mais c'est plus qu'un devoir. Oui. Si ça suffit qu'on dise que c'est un devoir, ça suffit, je crois. Et pourquoi il y aurait une rupture? C'est vrai. Oui. Bon, dans le mode auditif qu'on essaie de préserver, c'est un peu dans l'abstrait.
car les gens vivent plus dans l'image, dans la vie, bon, ce qui est frappant. Peut-être que c'est pour cela que les jeunes n'embrassent plus ou moins ce genre de tradition. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, Anor? Moi, je pense que les gens de la Guadeloupe, ils ont toujours des liens spirituels vers tout ce qui est soufi, surtout la musique soufie. Elles touchent toujours leur âme, toujours leurs sentiments. Donc voilà, la musique soufie, toujours elle marche parallèle par rapport aux gens de la Guadeloupe. Oui. Et on peut dire que la ville de la Guadeloupe, c'est un des piliers de la musique soufie au monde, pas en Algérie. Voilà. D'ailleurs, même ici à la Rouat, il y a la fabrication de l'oud. Oui. Il y a eu cette fabrication depuis les années 10. La première trace que j'ai trouvée, bon, on ne sait pas qui l'a manufacturée ou l'a fait, dans les années 10. On dit que c'est quelqu'un de la famille Azouzi, de la tariqa al-Azouzi ici à la Guadeloupe. Après, il y a eu le Hajj Mohamed Ledham, le premier, qui a été suivi par Cheikh Mabrouk Joudi. Et puis c'est Mohamed Mishri maintenant ici à la Guadeloupe. Oui. Monsieur Jamal, comment vous voyez l'avancement de la création de cette école, votre école, pour un petit peu faire découvrir et perpétuer le chant et la musique de la région? Voir comment on a une petite stratégie de simplifier cette musique et la rendre banale pour tout le monde. Enlever ce sacrilège qui un peu fait peur aux gens. Non, c'est une musique simple, mais qui a des structures et des bases et qu'on doit respecter, c'est tout. Donc, mais elle est très riche, et qui peut nous aider à comprendre d'autres musiques. Oui. Et qu'est-ce qui vous inspire dans vos compositions, peut-être? Ah, c'est un autre volet. Bon, j'ai découvert, depuis mon jeune âge, j'ai découvert ce don de composition. J'ai toujours rêvé de composer. Je faisais des exercices sur les modes que j'apprenais, les maqams, les rythmes. Je composais là-dessus, des essais. Puis, j'ai compris ce que c'était, les structures et les modes. Oui. On dit souvent que le oud, c'est difficile à jouer. Bien sûr. Il n'y a pas de chose difficile. Si on veut, on peut. Oui. Ça a été créé par un être humain, alors un autre être humain peut le jouer. Peut le jouer facilement. Oui. Si on a cette idée dans la tête, que c'est difficile, ça devient difficile. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'oud? Le oud, c'est parmi les instruments qui touchent l'esprit, qui touchent nos oreilles. Donc le oud, il est toujours lié par les gens sensibles, par les gens qui pensent. Voilà, le oud, c'est quelque chose de merveille. Hein. Oui. Voilà. D'ailleurs, il a toujours accompagné notre culture. Oui. Dans ses chants, dans ses traditions, bien sûr. Même dans les anciennes photos, il y avait toujours l'apparition de l'oud. Pouvez-vous nous jouer un petit morceau, Monsieur Jamal? De quel répertoire vous voulez? Choisissez les propres compositions C'est quand vous voulez. Bon, sans préparation, je vais essayer. Okay.
Alors, on dit souvent que le oud, il nous emporte. Oui, le oud, quand il a commencé, monsieur. Vous avez fermé les Jamel yeux. Amri, tu sens comme une histoire. Il y a une introduction, un contenu, une conclusion. C'est vraiment formidable. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est quel type de... C'est une structure dans la musique arabe, samaï, un genre qu'on appelle le samaï. C'est ma propre composition inspirée de la musique andalouse algérienne. C'est peut-être le seul samaï joué en mode mawal, ou rasdil algérois. D'accord. D'ailleurs, en l'écoutant, on a l'impression d'avoir plusieurs types musicaux dans une seule composition. Oui. Une khana algérienne, une khana... Andalouse. Algérienne andalouse, bien sûr. Une autre orientale, proche orientale, et la troisième, elle est turque. Puis l'explosion du thème dans la valse qui est dans la musique universelle. Donc on a eu 4. Dans un seul morceau. Oui. Alors c'est magnifique ces compositions qu'on doit vraiment garder. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Jamal? C'est certain. On compose pour mémoriser ses idées dans la musique, ses recherches. J'avoue que j'ai des essais dans la musique expérimentale, dans ces modes. Dans ces modes, j'essaie de respecter les structures existantes, mais comme anticonformiste que je suis, j'essaie toujours de faire quelque chose de nouveau. Oui, en m'inspirant du jazz, parfois de la musique classique, combinée. Pourquoi pas? En fait, on pourrait dire que vous modernisez un petit peu le chant andalou. J'essaie de le faire à ma manière. Oui. I did it my way. Oui. Monsieur Anwar, qu'est-ce que vous en pensez de comment on pourrait perpétuer ces traditions, ce patrimoine riche de la région de l'Arwat? Ben, on a plusieurs canaux à travers la musique, comme il fait M. Lamri, à travers la photo, à travers le théâtre, à travers nos coutumes, à travers nos tapis, à travers... il y a plusieurs canaux pour montrer aux gens, pour montrer au monde qu'est-ce qu'on a comme patrimoine. Donc on doit profiter, surtout dans cette génération où il y a tout, le monde est petit, comme il dit le chanteur, comme il dit le proverbe. Donc on doit profiter ces canaux, comme les réseaux sociaux, comme les émissions comme celle-là. Voilà, on doit profiter. D'ailleurs, les jeunes jouent un très très grand rôle dans ce côté de la préservation de ce patrimoine, Monsieur Jamal. C'est certain. Dans la continuité de la vie elle-même, ils sont le futur. C'est vrai. Oui, on doit investir dans ces jeunes. Et peut-être un dernier mot que vous voulez, ou un message que vous voulez passer pour la jeune génération. Vous avez beaucoup à dire. Beaucoup. Oui, certainement. Je dis que peut-être que pour moi, je vois les choses dans ce sens. Notre patrimoine est ancré dans les repères spatio-temporels de notre vie. Oui. Pourquoi minimiser ces valeurs cette qu'on a? richesse. Oh, cette richesse, oui. On est tous assis sur des trésors. C'est vrai. Oui. Et vous, Anwar? Ben, j'ai le plaisir d'être avec M. Lamri, avec vous, avec vous aussi. Tout le plaisir pour nous. Pour le message pour la génération, on doit bien profiter des anciens. Oui. On doit bien profiter parce que avec leur expérience, avec leur bagage, on doit profiter pour continuer la route, pour obtenir nos objectifs, de bien montrer notre patrimoine local au monde. C'est vrai. D'ailleurs, c'est le rôle des jeunes, peut-être, et des photographes aussi. Bien sûr. Parce que c'est un très très grand rôle que joue cette jeune génération pour faire perpétuer et garder ce patrimoine riche qu'on a. Je fais un dernier appel aux parents d'élèves. Oui.
qu'ils aient cet engagement pour, comment dire, Pour introduire leur enfant. Oui. Oui. Dans ce bain. Aider leurs enfants pour ce choix qui n'est pas évident. Oui. Si Et les ils prennent pas encourager de aussi. responsabilité, oui. Il faut qu'ils s'y mettent. Car c'est le devoir de tous. Oui, c'est vrai, c'est le devoir de tous. Je vous remercie énormément pour toutes Merci les à vous. informations que vous nous avez données. Merci à vous, merci à vous aussi, Anwar, d'avoir accepté notre invitation. Peut-être que vous allez nous choisir un petit morceau pour clôturer notre émission depuis la Rouat, Monsieur Jamal. Oui, je vais vous jouer peut-être un air andalou, touché à Nawa, qui était à la base Nawa et qui est devenu, avec le temps, en mode Ram el Maya. Bon, On est tout oui pour vous écouter. Avant ça, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi notre émission depuis la Rouat. Je remercie toute l'équipe technique qui a participé avec nous à leur tête. Abdelkader Niha, notre réalisateur, nos caméramans Hamza Badr, Tarmoun et Bourgi qui sont présents avec moi dans notre plateau. À mes chers invités qui ont participé dans cette émission. Et je vous dis avec très bientôt pour d'autres émissions depuis d'autres wilayas aussi. Et on vous laisse avec ce magnifique chant de Monsieur Jamal Amri. C'est donc sur ces magnifiques sonorités de ce bel instrument qui n'est autre que le oud. On remercie donc Farhat Mouzawi ainsi que ses invités qui étaient à partir de la Rouat. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Excellente journée à tous. Au revoir.